après avoir décliné les 7 considérations, 7 prémisses, situant le cadre dans lequel la charte de l'environnement va établir ses prescriptions a priori coercitives, article constitutionnel, ne l'oublions pas. Donc, après avoir énoncé toujours selon la syntaxe qu'on a stigmatisée de cette charte de l'environnement, le peuple français considérant que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien, le peuple français, cette fois, proclame. Il a proclamé 10 articles. L'article premier, c'est « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Chacun a le droit de vivre, chaque citoyen a le droit de vivre dans un environnement qui est équilibré et qui est respectueux de la santé. Alors, on a déjà traité cette question, ce problème du droit à. On a déjà traité dans des réunions précédentes. Et d'ailleurs, on l'a traité sans le résoudre, à savoir que à partir du moment où la Constitution, et à plus forte raison la loi ordinaire, établit un droit, eh bien, alors de mon point de vue, ça ne relève pas du législatif. Hein, le législatif établit une interdiction, établit une contrainte, mais il n'établit pas des droits. Et ça relève de l'exécutif. Donc on rentre là de nouveau dans l'un de mes dadas qui est la confusion entre le législatif et l'exécutif. Parce que quand je dis dire le citoyen a droit à, et que je dis que ce n'est pas du législatif, eh bien, je vais prendre une interprétation très très claire. Comment la loi peut-elle agir pour faire appliquer un droit à? Et notamment, si on prend celui-ci dont nous parlons, le droit de chaque citoyen à vivre dans un environnement équilibré et dans un environnement respectueux de la santé. Comment donc la loi peut-elle agir pour faire appliquer un droit à? Alors, moi je n'ai pas de réponse à cette question. C'est la raison pour laquelle je dis que ça ne relève pas du législatif. Ça relève d'un bureau des plaintes ou d'un bureau exécutif, ou ça relève de, disons, d'une enveloppe financière qu'on va donner à tous ceux qui disent je ne peux pas faire ceci, or j'y ai droit, donc donnez-moi les moyens de pouvoir faire cela. Alors, en plus de cette question de la capacité à la loi à garantir ce type de droit, comment déterminer les caractéristiques juridiques de ce droit tel qu'il est énoncé? Alors, par exemple, quelles sont les caractéristiques juridiques d'un environnement équilibré? Existe-t-il une charte? Alors, très souvent, la Constitution dit, après avoir mis une virgule, la loi ordinaire établira les dispositifs. D'ailleurs, je crois que dans l'article 3, l'article 4 de cette charte, on a cette fameuse virgule. Mais là, non. Donc, à défaut de nous renvoyer vers une loi détaillée qui nous dit qu'est-ce que c'est qu'un environnement équilibré, eh bien là, nous, on est dans l'imprécision la plus complète. Alors par contre, un environnement respectueux de la santé, on va peut-être arriver à le circonscrire d'une façon un petit peu plus précise. Et comme c'est souvent le cas lorsqu'on a des mots comme ça très globaux, on arrive à le définir par son contraire. C'est-à-dire, on ne voit pas très bien ce que c'est qu'un environnement respectueux de la santé. Par contre, on voit très bien ce que c'est qu'un environnement qui n'est pas respectueux de la santé. Hein, c'est pareil pour la justice, lorsqu'on vous demande de définir la justice. Bon, c'est pas évident. Par contre, l'injustice, on ressent tout de suite ce que c'est. Pareil pour la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? Par contre, on ressent très bien le contraire de la paix, c'est-à-dire la guerre. Donc, environnement qui dégrade la santé,
Oui, bah ça va être soumis à des, je dirais, des incidences toxiques, hein, qui vont nous déclencher un certain nombre de maladies. Euh, Reste la question de la preuve. Comment faire la preuve qu'il y a une relation de cause à effet entre ce que dit l'article 1, c'est-à-dire respecter un environnement et puis une maladie qui va être objectivement constatée par un certain nombre de symptômes. Comment établir la relation de cause à effet? Existe-t-il ou y a-t-il une ébauche de création, je dirais, d'un institut de vérification de cet article 1, hein, une sorte de bureau veritas de l'environnement, qui va pouvoir dire si cet environnement respecte un certain nombre de normes ou un cahier des charges précis. Donc, question problématique de la preuve, problématique aussi des moyens de rétorsion. Et c'est-à-dire que c'est bien joli de dire qu'on a droit à, mais si ce droit nous est objectivement impossible, si cet institut de vérification qui n'existe pas, mais existait, et s'étant appuyé sur son cahier des charges, montre que, effectivement, nous ne vivons pas dans un environnement équilibré, ou nous vivons dans un environnement, donc tel individu, hein, puisqu'un citoyen, ça veut dire que ça s'applique à n'importe quel citoyen qui va pouvoir faire état du fait qu'il ne vit pas ou qu'il vit dans un environnement qui, par son contraire, lui dégrade la santé. Quels sont les moyens de rétorsion? Alors, il n'y en a pas, là non plus, il n'y a pas cette fameuse phrase qui dit une loi organique donnera les, etc., etc., etc. Alors, bon, il n'en reste pas moins que cet article 1, sur le fond, il va dans le bon sens. Il va dans le bon sens, parce que lorsqu'on dit que tout citoyen, quand même, doit, hein, droit à, ça veut dire que derrière, il y a une espèce de notion de justice, du fait de vivre dans un environnement équilibré ou de vivre dans un environnement qui ne dégrade pas la santé. Ça va dans le bon sens. Alors, il y a une affaire qui me revient à l'esprit, c'est une affaire agricole, l'affaire Giboulot en 2014. Ce monsieur Giboulot, qui était viticulteur près de Dijon, en Côte d'Or, avait été condamné par le tribunal d'instance à un certain nombre d'euros, de milliers d'euros d'amende, parce qu'il avait refusé de traiter ses vignes avec des produits extrêmement toxiques pour lutter contre la flavescence dorée. C'est une affaire qui avait fait grand bruit dans le domaine de l'environnement et de l'écologie. Voilà. Alors, c'est-à-dire que ce monsieur avait été condamné parce qu'il refusait d'épandre des produits toxiques sur ses vignes. Alors évidemment, cette obligation préfectorale avait été prise sous la pression d'une corporation, c'est-à-dire la corporation des viticulteurs classiques, puisque ce monsieur Giboulot était un viticulteur en biodynamie, et qui avait donc fait obtenir un petit peu à l'image des betteraviers de la Picardie à propos des nicotinoïdes, et qui avait obtenu une loi, hein, on appelle ça un décret préfectoral, mais c'est une loi coercitive, qui obligeait tout le monde à... Bon. Et donc Giboulot a fait intervenir cet article 1, hein, justement, enfin, entre autres, hein, disons que lorsqu'il a fait appel de cette décision, cet article 1 faisait partie de la batterie des argumentations de la défense, et il a été relaxé. Donc, cet article va dans le bon sens, mais il y a un mais, je lui mettrai quand même un point de pénalité pour imprécision, et je dirais même pour hypocrisie, parce que lorsqu'on dit,
chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. On utilise ce fameux droit A qui n'a pas de sens juridiquement. Et pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Parce qu'on n'ose pas dire la phrase que je vais vous proposer. On n'ose pas dire: toute action d'une personne physique ou morale de nature à déséquilibrer l'environnement ou de nature à porter atteinte à la santé humaine est interdite. Et puis, continuer en disant: le code pénal établira les moyens de preuve et l'échelle des sanctions. Voilà, c'est ce que veut dire, en fait, l'article 1, mais il ne le dit pas comme ça, et du fait qu'il ne le dit pas comme ça, il mérite, à mon avis, un point de pénalité que je dirais que je qualifierais, au-delà de l'imprécision, que je qualifierais d'hypocrisie. Alors on va voir que cette hypocrisie est, je dirais, assez récurrente. Elle est à la base de la charte de l'environnement pour des raisons mercantiles. On verra ça en détail dans l'article 2 et dans l'article 3. Mais je m'en tiens à ça pour l'article 1. Oui, alors, bon, très rapidement, je n'ai pas parlé d'interdiction. Lorsque j'ai proposé une rédaction alternative, qui n'est pas une rédaction alternative d'ailleurs, c'est une rédaction claire de quelque chose qui n'est pas clair, j'ai pas parlé d'interdiction de produits toxiques, j'ai repris exactement les termes. C'est-à-dire, il est interdit d'avoir une action, qu'on soit personne physique ou personne morale, qui est de nature à déséquilibrer l'environnement ou porter atteinte à la santé humaine. Voilà. Après, alors tu soulèves un problème effectivement de fond, hein, qui va d'ailleurs être je dirais, la polémique constante de toute la législation environnementale. Il y a des choses qu'on ne peut pas interdire parce que c'est impossible compte tenu de la civilisation. Bon, ça c'est un débat effectivement extrêmement large. Mais l'article 1 reste au niveau des principes et la précision de rédaction que j'ai proposée, elle reste aussi au niveau des principes. Est-ce que tu peux mettre ta proposition dans le chat qu'on puisse la lire tous et que les gens puissent savoir, parce que moi je l'ai cité de mémoire, c'est pour ça que j'ai... Non, mais voilà, ça y est. Bon, alors, donc, ensuite, rédaction bancale, article 1, pouvant être, en fait, dans les considérations. Oui, bien entendu. C'est bien ça, on y est là. Tout simplement, ça n'est pas juridique. Ça n'est pas un article de constitution ni un article de code. C'est un prêche de curé où ils ont une recommandation qu'on fait à des gosses: ne marche pas dans les flaques. Enfin bon, voilà, c'est tout, c'est pas bien, ou bien mouche ton nez parce que voilà, bon, ça n'a absolument rien de juridique. Et en fait, lorsque on se pose la question: comment a-t-on pu écrire un truc pareil? Mais c'est justement parce que ils sont pris. Et moi, je vais tenter une explication. Et d'ailleurs, j'ai dit, il y a ce problème de interdire, mais pas trop. Voilà, ils sont pris là-dedans. En fait, cette législation, cette tentative de légiférer sur l'environnement, le rédacteur est pris dans un étau. Alors, il est pris dans un étau, c'est pas son corps défendant, parce qu'il est à l'origine du truc, entre faire un prêche de choses qu'il ne faut pas faire, mais surtout ne pas être précis dans les sanctions, ou si possible même ne pas parler de sanctions. Et on retrouve dans tous les articles de cette charte de l'environnement cette crainte, cette refus d'obstacles, hein, parce que bon, c'est le cheval du concours hippique qui s'approche d'un obstacle, et il dit: merde, ah non, c'est vrai, il y a un obstacle, fallait pas que je prenne ce chemin-là. Oui, mais attends, t'as commencé à le prendre. Bon, alors, on dit: il faudrait pas faire ceci. Oui, alors, il y a une sanction ou pas? Bon, et ça bute, la compte. Voilà comment le truc. Alors, et puis, il y a cette, disons, ce double bind, hein, à Battistone, cette injonction contraire. Je veux donner des préconisations à mes braves citoyens de pas faire, mais je veux surtout pas
énoncer des sanctions qui vont aller contre les industries. Donc il y a cette injonction contraire, ce double bind, et puis il y a la gloire. La gloire que tu as très bien décrit, à savoir, il faut que je grave mon nom dans l'histoire. Alors Chirac, il a été premier des grands chefs d'État au sommet de Rio, patati patata, notre planète brûle, mais nous nous en rendons pas compte. Voilà, bon. Et voilà, et Coppens a co-signé, et voilà, c'est la gloire. On a écrit un truc qui est un truc, bon, de gosses qui vont à l'école, mais on essaye d'y donner, par la syntaxe, une posture, disons, préambule de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens écologiques du XXIe siècle. Bon, et lorsque nous, on s'y colle au niveau d'une analyse critique objective, bon, ça vole en éclats. Voilà. Christian, tu veux ajouter un dernier mot? Oui, oui, parce que, bon, on est là vraiment au centre, hein, de ce que tente de vouloir faire la Charte de l'environnement, d'une part, et d'autre part de son élément dans le bloc constitutionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Qu'est-ce que c'est qu'un code sur l'environnement et qu'est-ce que c'est qu'une constitution générale? Bon, je pense qu'on peut rester sur qu'est-ce que c'est qu'un code de l'environnement. Concernant la constitution générale, lorsque tu poses la question « tout le monde peut écrire la Constitution », je pense que c'est déjà à l'ordre du jour de l'un de nos débats ouverts. Hein, voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse réduire le positionnement de notre ami Étienne Chouard ou de moi-même. Tout le monde peut écrire la Constitution. Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire « peut » ? Tout le monde peut. C'est-à-dire tout le monde est capable de ou tout le monde a le droit de. Bon, voilà. Donc, alors, tout le monde peut écrire une constitution, et je pense que c'est un débat complet. Après, l'idée cahier des charges de la rédaction constitutionnelle, cahier des charges qui inclurait obligatoirement un glossaire, oui, là, on est dans l'opérationnel, et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut travailler ou qui peut être un prolongement synthétique de nos travaux, excluant, comme vient de le dire Jean-Charles, disons l'aspect idéologique ou pas de la Constitution, toujours, mais en s'attachant à la mécanique constitutionnelle. Voilà. Dernier mot pour terminer. Lorsque tu dis, je ne sais plus qui a dit, donc la rédaction alternative que je propose, c'est pas une rédaction alternative, hein. C'est une rédaction en fait qui paraphrase l'article 1, mais qui écrit cet article 1 en termes juridiques au lieu d'écrire en termes de prêche de curé. Bon, et il y a une phrase qui dit « Le code pénal établira les moyens de preuve à l'échelle des sanctions ». Ça veut dire effectivement que on ne dira pas, mais ça je pense qu'on l'a admis, qu'on ne peut pas tout mettre dans des principes constitutionnels. Ce qu'il faut, c'est que le principe constitutionnel soit clair, précis et cohérent, et ensuite il peut très bien déléguer sur la loi de niveau ordinaire les caractéristiques du principe qu'il énonce. Et là, en l'occurrence, le principe, c'est un environnement équilibré, c'est une santé préservée, ça, c'est un principe, mais il faut des moyens de preuve et une échelle de sanctions, et ça, la loi de niveau inférieur peut le faire, et lorsque je dis le code pénal, je dis que ça doit être dans le code pénal. Voilà.